Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir le chat. Je m'en vais mettre tout de suite le petit message d'accueil. Hop. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, salut Anishka, salut salut. Et on commence comme d'hab tous nos lives par un petit glouglou de jus de pomme, et oui. Salut le hobbit curieux. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, comme je l'ai dit sur le Discord et comme on l'a annoncé au live précédent et sur les réseaux, nous accueillons, nous accueillons un invité de marque. Nous accueillons Gabriel Meyer qui va nous parler de son roman d'anticipation publié chez Angel Corp, maison avec laquelle on fait pas mal de live depuis quelques semaines. Voilà. Euh, du coup, j'espère que vous allez bien. Hein. Alors pour celles et ceux qui arrivent et qui connaissent pas tout à fait le format de cette chaîne, euh, comment ça se fait que attendez, que le truc n'ait pas été modifié? Non, d'un petit bonhomme. Attendez, il y a un truc qui va pas. Le titre, pourtant je l'avais validé. Hop, pas grave, on va le modifier maintenant. Voilà. Hop. Non, d'un petit bonhomme. Voilà, c'est corrigé. Ouais, du coup, qu'est-ce que je disais moi? Salut Pali, yes, bienvenue ici. Oui, voilà. Donc, aujourd'hui, nous recevons Gabriel Meyer, qui va nous parler de son roman d'anticipation qui s'appelle À nos héritiers, justement le titre que j'ai ajouté, alors que normalement je ne sais pas pourquoi ça s'est pas sauvegardé. Merci pour la pomme Pali. D'ailleurs, lorsqu'il arrivera d'ici quelques instants, je vous encourage fortement à lui balancer des pommes pour l'accueillir, non pas pour qu'il tombe dans les pommes. Oh, oh. Nous sommes les rois des jeux de mots ici, vous verrez. Ah oui, et donc j'étais à présenter la chaîne pour les petits nouveaux. Alors pour ceux qui arrivent, ici on parle d'histoire, on parle de culture, de littérature, de gaming, et en fait on essaie de voir dans tous les univers qui sont créés autour de nous, donc que ce soit les romans, les jeux vidéo, les films, et même les univers musicaux, artistiques, etc. Qu'est-ce qui a inspiré les auteurs et comment justement ils le retransmettent aux lecteurs, auditeurs, spectateurs, etc. À travers leur œuvre. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaie de voir, comment justement la culture se transmet à travers l'art. Et donc vous apprenez plein de trucs ici. Voilà. Le lundi on fait des live gaming et le jeudi on invite des gens, on fait des live chill, on parle de contes, on parle de mythologie, etc., etc. Et donc ce soir nous recevons Gabriel Meyer. Alors, le planning de la soirée avant de l'accueillir. Le planning de la soirée. Donc d'abord on va commencer par une première partie où il va se présenter, où on va parler de l'ouvrage brièvement, sans spoil bien entendu. Et ensuite on va parler de ses inspirations, donc j'ai mes notes, hein. Ça rappelle les vieux lives ça. Alors, donc d'abord autour du thème du voyage, puisque c'est un grand randonneur, etc., fan de la nature, etc., on en parlera. Également des contes, on parlera. Ensuite, on parlera de notre monde, en fait, des inspirations, puisque évidemment, quand on s'inspire de ce qu'il y a autour de nous, donc évidemment de notre monde. Et ensuite, on parlera justement des inspirations d'univers post-apo, dystopie, science-fiction, etc. Et ensuite, on parlera également, oh, il y a beaucoup de sous-parties durant ce live, on parlera de son expérience personnelle, puisqu'il y a aussi une part, bien sûr, de soi, de sa personnalité, de ses propres réflexions, de son vécu qu'on met dans un roman. Euh, donc voilà. Et puis finalement, on terminera par les questions. Et bien entendu, si vous avez des questions tout au cours du live, n'hésitez pas à les poser. Soit on les posera en cours, soit on les posera à la fin. On verra. Gabriel, je crois que tu invitais des jeans. Inviter des jeans et pourquoi pas des jogging et des bermudas pendant que tu y es. Voilà, donc pour vous dire le niveau de blague qu'on a sur cette chaîne. Oh, et j'en profite pour remercier la centième personne qui a lâché un follow tout à l'heure ou hier. Donc c'est super génial. Merci.
Voilà, donc je vous propose désormais d'accueillir Gabriel. Salut à tous! Salut, salut, salut Gabriel, merci d'être venu. Mais c'est avec plaisir. Et puis, Merci gens de dans le m'avoir invité. chat, balancez-lui des pommes, hein, parce que c'est important. Voilà. J'adore qu'on me balance des trucs. C'est chouette. Voilà, le Bitcoin qui met les premières pommes, Pali aussi les pommes, c'est bien. Bonsoir Gabriel, c'est parfait. Voilà, tout le monde met des pommes, c'est génial. Bonsoir à tous. Si jamais le délire des pommes, c'est un délire de la chaîne, en fait, qui date des débuts de la chaîne, où en fait, déjà, moi j'adore le jus de pomme. Voilà. Et les pommes, parce qu'en Oh, fait, c'est plutôt pas mal. voilà, c'est un fruit qui se marie à tout. On peut le mettre dans les plats salés comme dans les plats sucrés. En Euh, tarte, c'est quand même le meilleur aussi. Comment? En tarte, c'est quand même le Ah meilleur. oui, on est d'accord. On est d'accord. Ah, ça et la myrtille, peut-être. Ouais. Ah oui, Le ça, petit c'est pas gagnant. bête. Effectivement. Pour Avec ce de la soir, les pommes, cannelle. alors. Avec de Ouais. la cannelle aussi. Ah oui. Et sur le Le meilleur Discord. mariage au monde. Ah oui. Et sur le Discord, justement, on a un- un- une rubrique consacrée aux pommes. Juste, on parle juste de recettes de pommes, etc. De belles pommes, etc. Enfin bref. T'es passionné, donc. Ah, exactement. On est au max du max et on adore caser des refs de pommes. Lorsqu'on voit un bouquin qui parle de pommes, on se l'envoie. Moi-même, dans les bouquins que j'écris, je mets des pommes. Voilà, c'est des petites anecdotes C'est comme le ça. gimmick. C'est ça. Bon alors, et bah, pour commencer, bah, tout simplement comme à chaque fois, on te demande bah, un peu de te présenter, comme d'habitude, bah, d'où tu viens, et l'écriture bien sûr, d'où ça vient, qu'est-ce que tu fais dans la vie, les influences, etc. La base. Alors, du coup, je suis Gabriel Meyer, enchanté. J'ai 29 ans. Je suis originaire de Strasbourg, alsacien. Enfin, je suis pas vraiment originaire de Strasbourg, plutôt de 30-40 km au sud-ouest, à Molsheim, là où sont faites les Bugatti. Et du coup, j'ai passé, toute mon enfance là-bas, dans la campagne. Et maintenant, je suis chercheur en sciences de la Terre. J'étudie la physique des roches et plus particulièrement, j'étudie les propriétés des roches à très haute pression et très haute température en laboratoire, dans le but de peut-être développer, des centrales géothermiques directement sur les volcans. Donc c'est un peu à la croisée entre Tellement la classe. volcanologie, les sciences de la Terre et ce genre de choses. Et depuis peu aussi donc, auteur, même si j'ai encore, un gros problème de légitimité. Ah, Je me sens on pas l'a tous, on l'a tous. ouais, c'est ça, c'est encore un peu difficile à dire. Mais donc voilà, j'ai publié, à nos héritiers l'été dernier chez Angel Corp. Super maison d'édition, mais que vous connaissez déjà apparemment. Ouais. Alors, tu vois, tu es le bienvenu dans le chat puisque nous avons des Alsaciens, nous avons des Strasbourgeois, et nous avons des scientifiques, des gens qui ont 29 ans, donc en fait, tu corresponds tout à Et fait. ouais. Les scientifiques, c'est un peu une grande famille, on se retrouve partout, C'est ça. surtout les géologues, on les reconnaît à l'odeur. Les géologues, ils m'ont toujours passionné parce que alors, enfin, après, ça dépend de la spécialisation, mais j'avais fait un stage en archéologie et en fait, donc il y avait les systèmes des couches, hein, des strates. Et il était là et puis il disait ouais, alors là, il y a facilement une quinzaine de couches, hein. Alors, moi j'en voyais trois, mais c'est bon. Non, mais ouais, souvent la spécialité, tu as des gens qui peuvent faire un peu de magie aussi, ou ils peuvent ramasser un truc, ils ramassent un petit caillou sur le chemin, ils le lèchent, ils disent genre: «Ouais, ça je pense qu'il y a plus de quartz, plus de mica, plus de ci, plus de ça». Ils te refont la construction des montagnes que tu vois en fond, avec juste un coup de langue sur un caillou. C'est parfois un peu de la magie noire. Ah, c'est un truc de fou ça. Faut mettre dans des romans ça. Ouais, exactement, ouais. Ok, alors du coup, si vous avez déjà des premières questions, hein, allez-y tout de suite. Et, et oui, et moi j'avais une question concernant du coup bah, un peu la science déjà. Alors du coup rien à voir ou peut-être chose à voir avec le roman, on verra. Mais d'où est venue justement cette passion pour la science Bah, ça, je pense que ou pour les cailloux plutôt. c'est toujours un peu difficile à dire. Quand on a 13 ans, on nous dit au collège: «Ah bah voilà, faut choisir, machin». Et je pense que j'ai toujours été peut-être un peu curieux et de là est née une envie d'apprendre plus et donc de me diriger vers la science et après petit à petit, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. J'ai toujours su ce que je ne voulais pas faire et c'est par élimination que je me suis un peu retrouvé là-dedans. J'ai commencé des études, à la base, j'ai fait un DUT de mesures physiques qui était, spécialisé pour, les centrales nucléaires, je crois, si je me souviens bien. Donc c'était quelque chose où on apprenait comment fonctionnent les capteurs, comment
comment mesurer des choses et c'était très industriel. Je suis allé, j'ai fait ça en alternance, j'ai travaillé dans des entreprises, j'ai absolument détesté mon expérience et je me dis: peut-être que je suis pas fait pour aller, m'asseoir dans une entreprise, pour aller faire du technique. Peut-être que je me dirige plus dans les sciences de la terre, parce que j'ai toujours aimé ça, toujours aimé la terre, la nature, l'extérieur et finalement, c'est ça, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des sciences de la terre, ouais. Donc Et toujours par élimination. toujours, toujours. Il y a dans le chat quelqu'un qui nous dit que Max de la Geste Oubliée n'est pas là, mais en fait c'est un grand fan des cailloux ou spécialiste de la mort par cailloux sur jeux vidéo. Et il nous rejoindra peut-être en fin de live, justement. Il aura certainement des questions sur comment éviter de tomber grâce aux cailloux. C'est assez facile, hein. Normalement, si on évolue à des temps qui sont pas géologiques, c'est assez facile d'éviter les cailloux. Ouais. Alors, du coup, bah, maintenant, dis-nous en plus un peu sur ton roman, À nos héritiers. Peut-être un bref résumé, d'abord, qui en dévoile pas trop, bien Alors, sûr. je vais faire attention, ouais. Allez. C'est un roman heu, d'anticipation dystopique, parce qu'apparemment je suis un mec, assez optimiste et en fait, c'est un roman qui traite des problèmes actuels, notamment enfin comme presque toutes les dystopies, hein. On prend des problèmes actuels pour les tirer au maximum, tirer le trait au maximum pour pouvoir faire passer un message et donc celui-ci aborde des sujets comme le changement climatique, les montées du populisme, le recul du droit des femmes, toutes ces problématiques qui tournent un peu dans notre actualité en ce moment et c'est le premier roman que c'est quand j'ai commencé à écrire il y a presque 10 ans maintenant, c'est la première chose à laquelle je me suis attelé. J'ai commencé ce roman et comme tous les écrivains qui font cette erreur de se lancer directement dans un roman, j'ai abandonné au bout de 3 ou 4 chapitres et j'y suis revenu seulement il y a 2 ou 3 ans parce que j'aimais bien l'idée et donc en fait, dans ce roman, on suit, plusieurs personnages au fil de 3 générations. En fait, le temps va s'écouler à partir d'une catastrophe initiale qui fait que la fertilité mondiale s'effondre. On suit ensuite, à partir de cette catastrophe, on suit ces 3 générations de personnages et en fait, suivre des générations de personnages comme ça permet de développer les conséquences des choix des générations. Donc la 1re génération de personnages va être face à des choix et au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, qu'on avance dans le temps, on peut voir l'impact justement et le glissement de la société qui réagit à cette catastrophe et à cette «mort» entre guillemets «lente». J'aime bien dire que c'est un roman pré-apo plutôt que post-apo, Eh oui. parce que ça traite vraiment de notre réaction en tant qu'espèce à une menace d'extinction. Et c'est pour ça notamment que ce roman, il est divisé en 5 parties qui correspondent aux 5 phases du deuil. Donc on passe d'abord, par le déni, la colère, le marchandage, et cetera, et cetera. Jusqu'à finalement, le dénouement du roman. Donc Ok. c'est vraiment pour je pense que la question qui nous enfin qui en tout cas moi me travaille le plus quand on parle de la crise climatique, c'est vraiment de savoir dans quel monde vont vivre nos enfants. Et en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le futur nous regarde déjà, tout ce qu'on fait aujourd'hui, eux vont devoir vivre avec. Et donc quels sacrifices sont légitimes pour eux et quels sacrifices sont légitimes pour nous? Qu'est-ce que nous, on devrait sacrifier pour eux au final? Mm, C'est un peu le basilic de Rocco, mais sauf que nos enfants existeront vraiment, quoi. mm. Alors du coup, moi, il y a plein de questions me viennent à l'esprit, donc si dans le chat vous en avez, moi j'en ai tellement que j'avais déjà oublié les premières, donc c'est horrible. Mais justement, tu parlais déjà de divers événements qui mènent euh, à comment dire, la diminution de la fertilité chez les humains. Euh, Quels sont ces éléments? Alors ça, c'est pas un spoil, hein, puisque c'est le premier chapitre, mais en fait, il y a une tempête géomagnétique. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais un solar flare. C'est une masse, éjectée par le soleil qui vient impacter notre, magnétosphère. Dans la vraie vie, normalement, ça n'aurait d'impact que sur nos appareils électriques, mais dans mon roman, j'ai choisi que, ça impacte notre fertilité. Donc ça réécrit notre code génétique, qui fait que D'accord. très, très peu de gens, sont encore fertiles. Donc notre population décroît très lentement, enfin très lentement, décroît assez dramatiquement. Donc c'est pas une extinction en un claquement de doigts. C'est pas une météorite, c'est pas quelque chose en fait, on sait que ça va arriver, on sait que c'est inéluctable et maintenant il faut accepter cette disparition. Et donc c'est vraiment la société qui se débat avec cette idée, d'inéluctable et de fin parce que, l'humain depuis, je sais pas les 10 000 ans de civilisation moderne, enfin moderne, de civilisation disons, on s'est un peu érigé en modèle, immortel. On recherche vraiment l'immortel. On taille les montagnes, on crée des pyramides, on creuse des tombeaux
on se sent immortel. Et donc vraiment, imaginer qu'il puisse y avoir un futur sans nous, c'est quelque chose que moi je vois comme une mort, et c'est pour ça que je l'ai écrit comme un deuil. D'accord, ah ouais, c'est super intéressant, j'adore. Merci. Et d'autres questions qui me sont venues, mais attends, faut que je les note. Alors d'abord, moi j'avais une question du coup sur le titre, donc je suppose que c'est de ce que tu viens de me dire, quel sacrifice on doit faire pour eux, etc. C'est pour cette raison que tu as choisi ce titre à nos héritiers, ou est-ce qu'il y avait d'autres titres, etc. Comment t'as choisi celui-là? Je sais pas trop si je peux révéler les backstage de l'édition, mais non, initialement, il avait Oui. un autre titre qui malheureusement a été pris par un autre roman publié avant le mien. Oh, Donc nom j'ai d'un dû plume. changer de roman, mais effectivement, en fait, je trouve que plus j'y pense et plus ce titre-là est pertinent. Parce que c'est D'accord. effectivement ce que tu disais, on, on questionne en fait ce qu'on va laisser, donc ce qu'on va laisser à nos héritiers. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, genre quand on prend la voiture le matin, quand on choisit de manger un steak ou quand on décide de prendre l'avion, tout ça, c'est un legs qu'on va laisser derrière nous, qu'on va laisser à nos enfants. Et donc c'est vraiment pour se demander qu'est-ce qu'on va laisser après nous. Et même, on peut encore reculer plus et se dire, en tant qu'espèce, qu'est-ce qu'on a apporté à la vie de manière générale? C'est un concept que j'aime bien. Et qu'est-ce qu'on a apporté à la vie en général? Qu'est-ce qu'on a apporté à la biosphère? Et est-ce que, au final, que la vie comme elle est aujourd'hui, c'est juste c'est le résultat de l'évolution. Des espèces sont apparues, ont disparu, et en fait, on est juste une marche de cette évolution. Et donc c'est un concept d'héritier peut-être encore plus grand que nos enfants directement. Qu'est-ce que dans l'histoire de l'univers, il y a encore beaucoup de choses qui vont se produire. Je pense que, enfin moi ça m'aurait pas posé problème, mais je pense que, enfin je l'ai fait aussi, mais tu peux peut-être révéler le vrai nom que tu voulais donner à l'origine, parce qu'on sait tous Initialement que, ouais, parce initialement, que il devait s'appeler le dernier né. le dernier né. Ouais. Oui, c'est ce que c'est cool parce que pour ceux qui ont lu justement moi j'ai toujours pensé que les titres donnaient des clés de lecture. C'est ce que j'aime faire lorsque j'écris un roman. M- Le titre, je le choisis parce que c'est une clé de lecture et en fait j'aime bien que on lise on ait le titre, on lise le roman et on comprend pas tout à fait pourquoi c'est ce titre-là. Et au fur et à mesure de la lecture, on comprend pourquoi. Et je pense que euh, ceux qui liront ton livre ou, ou ceux qui l'ont déjà lu et qui regardent ce live, euh, tu leur donnes ce titre-là, peut-être qu'ils comprennent tout à coup une deuxième façon Je crois de voir le roman. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'en fait, le titre, c'est un peu comme un petit spot Ouais. qu'on allume sur une infime partie d'un roman, quelque chose que l'auteur juge important, que ce soit un message, un objet, un gimmick, quelque chose qui revient. Et c'est vrai que ça donne une clé de compréhension en plus, ouais. Alors on avait le Hobbit Curieux qui nous posait, peux-tu nous dire à quel moment tu t'es vraiment décidé à écrire ce roman? Donc tu as dit il y a 2 3 ans, mais plus précisément le moment clé où tu t'es dit, non mais là faut que j'écrive là-dessus. Est-ce qu'il y a un événement déclencheur par exemple dans la société ou quelque chose comme ça? Bah, comme dit, je l'ai écrit il y a presque 10 ans, j'ai commencé en 2013. Donc 2013, c'était une année un peu violente en France. Je sais pas si vous si vous vous souvenez bien, c'était, le pic du terrorisme, on avait, Daesh qui commençait à apparaître et ce genre de choses. Donc c'était une période qui était déjà très troublée. On sortait aussi, on sortait d'une crise économique. Donc moi j'avais 20 ans à l'époque et donc je commençais à c'est un peu le moment où on se politise, où on développe ses propres croyances, on développe ses principes. Et comme moi j'avais envie d'écrire, comme moi j'ai toujours aimé, l'écriture, la fiction, ce genre de choses, je me suis dit que puisque j'étais en train de développer ça, j'avais ce besoin d'écrire à ce propos. Et comme j'aimais bien en plus la science-fiction, c'est aussi quelque chose qui m'est venu, très naturellement. Après, comme je disais plus tôt, j'ai fait l'erreur que tous les écrivains en herbe font, c'est j'ai voulu commencer par écrire, une saga de 15 tomes, de 12 300 pages Mhm. et je pensais que j'allais être le nouveau Proust. Mais évidemment, d'écrire, c'est difficile, écrire, ça s'apprend. Écrire, c'est beaucoup de patience. Donc j'ai commencé ça, je me suis découragé, j'ai perdu patience, j'ai continué mes études et cetera et j'ai aussi commencé à écrire des nouvelles et en fait, c'est par la nouvelle que j'ai pu un peu affiner mon style, disons et si style il y a, hein, on verra. Mais c'est un peu par la nouvelle que j'ai fait mes armes et il y a 1 ou 2 ans, une de mes nouvelles a été publiée par un petit recueil, en fait, par une Cartonneria à Tours et ça m'a donné peut-être la légitimité, le coup de pouce dont j'avais besoin pour me remettre à l'écriture du roman et en fait, ce roman, il m'a jamais quitté. Je l'avais toujours en tête. Je pense que
tout le monde ici doit avoir une idée en tête, un truc qui tourne et on se dit: «Ah, un jour, je le ferai». Et je pense que se dire: «Un jour, je le ferai», c'est déjà 50 du travail. C'est une question de tout a besoin de mûrir. Et Mmh. donc en fait, quand tu as cette idée en tête qui tourne, tu la fais mûrir, tu lui donnes du corps, tu lui donnes de la chair. Et du coup, quand je me suis remis, 6 ans après avoir démarré le roman, donc il y a 2 ans ou 7 ans après avoir démarré le roman, j'étais beaucoup plus d'abord, j'étais meilleur techniquement, d'un point de vue écriture, et j'étais aussi plus sûr de mes connaissances, de mes appuis. J'étais moi-même plus mûr. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Maintenant, cette idée, je l'aime bien et je vais la terminer». Et après, ce qui m'a aussi permis de terminer ce roman, c'est que j'ai participé à un NaNoWriMo, le National Novel Writing Month. C'est un challenge en ligne où en fait des écrivains de partout, enfin des écrivains amateurs, hein, de partout autour du monde, se mettent au défi d'écrire 50 000 mots en un mois. Donc 50 000 mots, c'est dans le domaine de l'édition considéré comme un roman court. Et ça te fait écrire 1500 mots par jour. Et je sais pas, cette espèce de cadre rigide. Et en fait, comme tu l'annonces sur un site, il y a rien à gagner. C'est juste en fait une communauté, un serveur Discord ou un site internet sur lequel tu annonces que tu vas écrire 50 000 mots. Et donc en fait, c'était une espèce de. Maintenant que je l'ai dit, je suis obligé de le faire, tu vois. Mmh. Et ça, Ah ça m'a oui. poussé à terminer ce roman. Ah, c'est Et, encore une idée très intéressante à pousser dans les dystopies, etc. Le fait que, enfin, de manière générale, hein, le fait de d'écrire quelque part, le fait de marquer, alors nous on a l'expression écrire dans le marbre ou marquer dans la pierre, dans le marbre, le fait que tout à coup ça pousse à un engagement alors que la parole orale a moins de valeur. Mais bref, on avait une question de M. Volet, d'ailleurs bienvenue dans le chat et merci d'être présent, qui demande donc comment tu as choisi les noms de tes personnages, notamment par exemple Maya. ah, je crois savoir d'où vient cette question, ouais. Alors c'est un personnage qui. Donc, les noms de mes personnages, en fait, ils me viennent un peu comme ça. Je pense que les noms de mes personnages me viennent des expériences que j'ai eues avec des gens au cours de ma vie, hein. Par exemple, j'avais un ami qui s'appelait Jérémy, donc maintenant, dans ma tête, les gens qui s'appellent Jérémy sont super sympas. J'avais quelqu'un que j'aimais pas trop qui s'appelait Barnabé. Bah, du coup, maintenant, les personnages que j'ai pas envie de voir super sympas dans mes bouquins, je vais les appeler Barnabé. Et, euh, et notamment, je pense qu'on me demande à propos de ce personnage, c'est parce que j'ai dû changer son nom, j'ai choisi de changer son nom, parce que c'est un personnage qui est au premier plan dans ce roman, et j'avais peur que quelqu'un dans mon entourage se s'identifie à cette personne, à ce personnage que j'ai écrit, alors que c'était pas du tout le cas, en fait. Parce que j'ai écrit ce personnage et je l'ai nommé avant de rencontrer donc la personne dans mon entourage maintenant. Eh oui. Donc mais si, sinon c'est vraiment que des ressentis et parfois des personnages qui sont très secondaires ou des personnages qui sont pas importants du tout, bah je trouve juste un truc, comme ça et en général, une fois qu'ils sont nommés, c'est dur de les changer. Une fois que j'ai associé un nom à un personnage, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à revenir en arrière. Eh oui. Alors, le Hobbit curieux, je prends ta question parce que elle est très bonne, mais elle viendra dans la partie inspiration. Je prends une photo parce qu'elle est longue. Dans la partie inspiration littéraire. Euh, Moi, j'ai juste une dernière question, je pense, pour clore un peu la présentation du roman. Tu nous as présenté un peu le cadre, etc. Mais les différents personnages, qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors ça dépend en fait, tous les personnages ont un peu leur but. Mhm. Comme c'est un premier roman, c'est aussi peut-être il y a peut-être une ou 2 constructions archétypales avec, des personnages qui évoluent et qui ont leur but, un antagoniste et ce genre de choses. Mais avant tout, je pense que j'aime bien écrire des personnages qui sont, comme vous et moi. Enfin, je pense que le meilleur moyen de s'identifier à un personnage, c'est d'avoir un personnage plutôt qu'avoir la quête de l'anneau ou l'élu, ce genre de choses, moi j'aime bien des gens terre à terre, des monsieur X, des madame Y. Et donc en fait, c'est par exemple, on a un couple, on a un couple au début du livre qui cherche juste à être heureux, qui essaie de communiquer. Donc, à cause de cette chute de fertilité, il y a notamment des changements de mœurs. Le couple monogame est remis en question. Donc, c'est un couple qui se cherche dans cette société en mutation. Et au finalement, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une vie de famille, c'est réussir à avoir un enfant. Ils vont devoir passer par différents problèmes. Donc, c'est vraiment des buts très, très terre à terre. Mhm. Et évidemment, il y a d'autres, j'ai d'autres personnages qui sont notamment ce personnage Maya, qui est une idéaliste et qui elle aimerait bien, soit aller élever des chèvres dans le Larzac ou ouvrir son petit café et lire des livres toute la journée. Donc c'est vraiment des choses, auxquelles je voulais que le lecteur puisse, s'identifier. Ok. Génial, j'adore. Alors,
Maintenant qu'on a présenté un peu tout ça, on va en venir à ce qui fait un peu de cette chaîne ce qu'elle est, c'est-à-dire voir comment justement, de quelles inspirations, enfin, quelles ont été tes inspirations. Et quand on a préparé le live, enfin, la première chose, une des choses les plus importantes qui t'est venue, c'était la nature et les paysages, etc. On parlait, alors on va lancer le sujet justement après là-dessus. Mais d'abord, une première image. Euh, cette photo que tu m'as envoyée, donc le désert. Ouais, Euh, le désert marocain, ouais, en Raconte-nous un peu 2019. quel est ton rapport un peu à la nature, etc. Et comment tu t'en inspires justement dans tes nouvelles, dans tes écrits. Alors moi, j'aime bien dire que je collectionne les belles vues. Moi, j'adore randonner pour arriver à un point de vue, une belle vue, un beau paysage, un panorama, et c'est quelque chose, j'adore aussi faire de la photo, mais c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions en voyant ce genre d'endroit. Et donc cette photo en particulier, je l'ai prise dans le désert marocain, à Erchigaga. C'était en 2019, juste après ma thèse, c'était le voyage de fin de thèse, donc en plus, c'est un voyage que j'ai beaucoup apprécié. Mais en fait, je pense que ce que je recherche dans la nature, c'est un peu m'éloigner du monde. Je pense pas être particulièrement misanthrope, hein, mais on est quand même beaucoup dans les villes, on est les uns sur les autres, on prend le bus le matin, on travaille toute la journée, il y a des clients, des machins, des trucs. Et donc en fait, c'est vrai que quand tu vas dans la nature, tu as une espèce de tu te relaxes, tu laisses partir tout ça, il y a plus de bruit, il y a plus de voitures, tu entends le calme, tu entends le vent. Quand tu campes le soir, bah, tu pas un bruit, tu entends les animaux. Et c'est quelque chose, bah, je pense que c'est gravé au fond de notre cerveau reptilien, hein, c'est ton cerveau, il dit: «Ah là, je suis à ma place», tu vois? Et donc je pense que si je le liste comme inspiration, c'est parce qu'en fait, au cours de mes voyages, j'ai aussi pu me sentir à ma place. En fait, une question qui me revenait souvent, c'était de me dire, enfin plutôt un fantasme qui me revenait souvent, c'était d'imaginer comment devait être la planète il y a 1000 ans, quand on n'était même pas 1 milliard dessus, où vraiment c'est nature complètement vierge qu'on n'a pas encore altérée. Parce que beaucoup de gens disent que, par exemple, qu'il y a plus de naturel. On trouve des microplastiques au sommet de l'Everest et au fond de la fosse des Mariannes. On trouve des traces de l'homme, dans l'espace et sous terre. On a même créé une couche géologique maintenant que les gens appellent l'anthropocène, qui sera couverte de microplastiques, et donc dans 100 000 ans, dans 100 millions d'années, on pourra ne marquer exactement l'endroit où les humains ont vécu. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes disent qu'il n'existe plus rien de naturel, plus rien de vierge sur terre. Et donc c'est vrai qu'imaginer une humanité qui disparaît, c'est, heu, c'est une façon de mais je pense que c'est un fantasme qui est partagé par beaucoup de gens, hein. C'est pour ça que le post-apo c'est un genre qui est très à la mode en ce moment, très populaire. Alors tu m'avais envoyé cette photo-là. Est-ce que c'est justement un désert? C'est ce que un des paysages qu'on peut retrouver dans ton roman ou c'est une photo que tu m'as envoyée comme Alors, ça parce que c'est le désert très rapidement, mais en fait j'ai envoyé une photo de désert déjà parce que je la trouve super cool. Et c'est- et deuxièmement, c'est parce que dans le désert, en fait, quand tombe la nuit et quand les gens vont se coucher dans le désert, tu as vraiment un silence absolu, tu vois? Mais pas un silence que tu aurais dans une pièce ou un silence artificiel. C'est vraiment genre le silence du vide sur terre. Tu sens peut-être, une brise, quelque chose, mais il y a pas d'animaux, il y a pas de bruit, il y a pas de voiture, il y a pas d'avion, il y a rien. Et ça, c'est quelque chose de c'est un sentiment, si on l'a pas vécu, c'est difficile à décrire. Et dans le désert, ce qui est incroyable aussi, c'est que donc là, on est au sommet d'une dune, donc dans ce désert de dunes, et tu vois à 360°, c'est la plus haute. Et, heu et tu vois qu'en fait, tu peux partir dans n'importe quelle direction. La ville la plus proche, elle a une centaine de kilomètres. Donc tu es vraiment tout seul. Il y a toi, il y a le pote qui a voyagé avec toi, il y a le guide qui t'a emmené ici, et en dehors de cette bulle de 3 personnes, il y a rien. Et ça, c'est un sentiment qui, pareil, qui est encore une fois difficile à décrire. ah Et c'est bah, quelque chose qu'on peut trouver que dans ces endroits-là. ça donne Et, envie, hein. et en plus, la nature, elle est un peu le désert, c'est contre toi, tu vois? Entre 10 heures et 17 heures, tu te mets à l'abri d'un buisson, dans l'ombre, parce que tu peux pas bouger, parce qu'il fait 45°. Et donc tu as vraiment les conditions, tu sens que tu es pas à ta place et tu sens que tu es juste, presque invité ici, et tu peux rester que quelques jours. Et une fois que tu partiras, l'endroit sera de nouveau vide et il sera de nouveau à personne. C'est fou, c'est fou. Alors il y a une petite question anecdotique là du coup du Hobbit curieux qui dit est-ce que du coup sur cette dune, je sais pas si tu l'as lu, mais est-ce que tu as rencontré le petit prince? Non, mais j'aurais bien aimé que quelqu'un me dessine un mouton. D'accord, parfait. Euh, Moi, cette première image, elle me rappelle un peu la deuxième aussi, qu'on passait maintenant. Donc c'est celle-ci. Puisque finalement, bah, en fait, tous ces points de vue imposants de haut, on a une vue immense. Mmh.
et quelque part ça fait vide. Ouais, c'est vertigineux en fait. Ouais. On a les 2 pieds sur terre, mais c'est vertigineux. Je suis assez d'accord. Et Donc ça, c'était à Banff, au Canada, cet été, dans le d'accord. parc naturel de Banff national de Banff. Et du coup, quand on préparait le live, un peu, tu m'as parlé c'était juste deux mots trans- qui sont apparus dans un des messages qu'on a échangés, et j'ai trouvé très intéressant, et que tu me parlais de monde vide. Et, Ouais, euh, et ouais, du c'est coup, ça je en voulais fait, te demander un peu la qu'est-ce que planète, cette la notion. planète, elle existait avant nous. C'est quelque chose de dingue. Par exemple, bah, encore plus, donc ça, c'est en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, elle a été colonisée par nous, les Européens, il y a seulement 200 ans. Et toutes ces villes, en fait, que tu vois, toutes les villes, toutes les infrastructures, tout ça, c'est plus jeune que la maison dans laquelle vivent mes parents, tu vois. Hmm. Et donc, quand tu vois ça, c'est dingue. Et je me souviens, par exemple, j'étais à Vancouver pour un stage il y a quelques années maintenant. Et je suis allé au musée d'histoire. Et au musée d'histoire, en fait, on te montre que au moment où la ville a été fondée en 1870, quelque chose comme ça, donc vraiment, il y a 2 générations. Ah, quand elle a été fondée en 1870, c'était une forêt primaire, une forêt vierge de séquoias géants. Et en fait, les gens, ils se sont installés là pour exploiter les séquoias géants. Et ce qui fait que donc Vancouver, c'est sur un bras de mer comme ça. Et à l'horizon, tu vois les montagnes qui sont couvertes de forêts. Et bah, en fait, 30 ans après que la ville ait été fondée, les montagnes étaient complètement blanches. On avait coupé à ras toutes les forêts. Donc en fait, c'est quand tu vas sur ce continent, tu peux que imaginer ce que c'était il y a seulement 100 ans. Tu vois, c'était une forêt vierge de séquoias géants millénaires qui avaient des troncs qui faisaient des diamètres d'une quinzaine de mètres. Donc quand je parle de monde vide, c'est ça en fait, c'est un monde vide d'hommes. Et tu peux encore trouver quelques endroits, comme notamment le parc national de Banff, qui est un endroit vide. Donc tu as la ville de Banff, tu as une ou deux autres villes maximum dans la vallée principale. Et quand tu t'éloignes de cette vallée principale et que tu montes randonnée, en fait, tu as ce tapis absolument ininterrompu de forêt. Et aussi loin que porte ton regard, il n'y a que ça. Il n'y a que la forêt, les animaux, la nature. Et donc c'est vide de notre civilisation. Et c'est ça que j'appelle le monde vide. Et pareil, c'est encore un moment où tu te sens à ta place. Et tu te sens à ta place, oui et non, parce que, par exemple, Ouais. à ta ceinture, t'as un spray au poivre, parce que c'est blindé d'ours, c'est plein d'ours. Et donc, en fait, c'est ça, t'es de nouveau dans ton élément. Tu partages à nouveau la nature. La ville, elle est à nous. La ville, on la partage avec d'autres humains, on la partage avec nos congénères, mais la forêt, on la partage avec le reste de la vie, tu vois. On la partage avec les ours, on la partage avec les élans, on la partage avec toutes ces choses. Et donc, en fait, le fait de nouveau faire partie d'un tout, moi, ça me relaxe. C'est quelque chose que j'adore. Et donc, tu marches dans cette forêt silencieuse, tu dis là, il y a des animaux, il y a des trucs. Et c'est un sentiment qui est assez incomparable, ouais. Justement, t'anticipais un peu le commentaire du Hobbit curieux qui disait et pourtant, d'un point de vue scientifique, il y a tellement de vie dans ce vide. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est juste vide de nous, en fait. C'est vide de notre bruit, de notre agitation constante. Et, euh, et donc, un peu écrire cette anticipation dans laquelle l'humain disparaît, c'est un peu juste retrouver un peu ce monde, tu vois. Et Et ouais, retrouver de l'espace entre nos villes. tous ces sentiments un peu que tu nous décris face à ces paysages, est-ce que tu les remets, tu les réutilises ou tu les transmets même directement à certains personnages dans ton roman? Ouais. Ouais. Alors, j'ai essayé. Après, est-ce que c'est passé ou est-ce que c'est trop imperméable ou trop personnel pour que Mm. le lecteur s'identifie? Mais si, c'est quelque chose que j'ai essayé de passer dans ce roman, ouais. Parce que du coup, comme dans mon roman, la population diminue graduellement, bah, en miroir de ça, la nature reprend graduellement ses droits. Et donc on voit les villes qui entrent en déliquescence, on voit le lierre qui commence à envahir les monuments, on voit les forêts qui commencent à repousser, les prédateurs qui reviennent aussi à des endroits où ils ont disparu. Et effectivement, donc dans mon roman, on peut retrouver des gens qui sentent ce sentiment de nouveau faire partie d'un tout, de faire partie de la biosphère. Parce qu'on a trop tendance à oublier, il y a l'humain d'un côté, et il y a la biosphère de l'autre. Et c'est aussi quelque chose, c'est un point de vue très, très occidental et très chrétien en plus, si je peux le dire, où la Terre a été faite pour subvenir à nos besoins. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et, euh, et voir ce genre d'endroit, ça me rappelle que c'est pas vrai. Et que justement, on partage la planète avec beaucoup d'autres choses, et qu'il y a des endroits qui sont pas à nous, et dans lesquels on est invité, et dans lesquels on est les bienvenus mais qu'il faut partager. Super. Et du coup, tu parlais des ours. Bah, justement, Ouais. une des C'est pour ça photos que que je vais tu passer m'as à la prochaine envoyées, photo, ouais. c'est justement celle-ci. Ouais. Donc ça, Euh, c'est une photo que j'ai prise depuis le siège de ma voiture. Il faut ah, s'imaginer que dans ce parc de Banff, tu as une route, non, tu en as deux, j'ai menti. Tu as la Highway 1 qui traverse le Canada d'est en ouest, ou ouest en est, suivant le côté que tu prends.
Et juste à côté, en parallèle, en fait, tu as une autre qui s'appelle la Highway 1A, donc la 1A, et ils appellent ça la Scenic Way. Donc c'est la route panoramique. Et effectivement, en fait, quand tu roules sur l'autoroute numéro 1, là, tu as tous les camions, tu as la voie de train juste à côté. La route, elle est entièrement clôturée. Et ils ont fait une saignée dans la forêt qui doit faire, je sais pas bien, facilement 1 kilomètre de large. Et tu as les 2 voies de l'autoroute, et cetera. Et tu vois rien. Tu vois les montagnes, tu vois les arbres un peu à côté. Et si tu prends la route 1A, ça, c'est une simple 2 voies comme ça qui serpente dans la forêt. Et 2 fois, donc avec la personne avec qui je suis parti, 2 fois, on roulait comme ça le soir. Et 2 fois, on a vu des ours qui se baladaient comme ça tranquillement au bord de la route. Et celui-ci en particulier, il a posé pendant bien 15 minutes. On s'est juste arrêté. Et il était au bord d'un ruisseau. Il buvait tranquillement, il mangeait de l'herbe, il prenait la pause. Et donc tu peux voir ces animaux qui sont énormes, hein. Ils font franchement peur. Ils ont des griffes comme ça. Quand ils marchent sur le goudron, tu entends ces griffes qui tapent le goudron et tu te dis, ouais, je vais peut-être verrouiller les portes. Et donc c'est ça qui te fait, tu te sens de nouveau. Et ça, celui-là, on l'a vu à 1 kilomètre de l'endroit où on campait. Et donc tu te dis, effectivement, c'est un rappel que la forêt n'est pas à nous, que la forêt, tu peux y vivre, tu peux y survivre, mais tu la partages. Et donc il y a plein de règles que tu fais, genre notamment, tu gardes ta nourriture dans les endroits fermés, donc soit dans les casiers à ours, soit dans ta voiture, ou alors dans un sac que tu accroches dans un arbre. Tu essaies de faire du bruit, parce qu'en fait les ours sont très peureux, ils sont très peu dangereux. Tu as plus de chances, il me semble que c'est ça, plus de chances de te faire frapper par la foudre que d'être attaqué par un ours. Ah oui. Et, mais par contre, tu peux t'en protéger. Donc, tu peux avoir un spray au poivre, tu peux mettre des clochettes sur ton sac pour que quand tu marches, tu fais du bruit. Et en fait, quand tu te fais attaquer par un ours, c'est soit que tu l'as surpris, et donc il a eu peur et il t'attaque, soit c'est il a ses petits juste à côté. Donc, si Mm. tu vois un bébé ours un jour, c'est très mignon, mais tu as intérêt à détaler à toute vitesse. Parce que la maman, elle est pas loin et elle attaquera direct. Ouais. Donc tout ça, c'est des règles que tu apprends Mm. et ça fait quelque chose de savoir qu'ils sont là. Donc, et du coup, bah, quand tu es, dans la forêt, quand tu es dans l'obscurité entre les troncs, que le soir commence à tomber, tu vois des trucs qui bougent ou pas, tu vois, les ombres se peuplent et l'obscurité se peuple et ça te rappelle un peu tous ces trucs primaires. Donc je pense que ça fait du bien aux chasseurs-cueilleurs en moi, je pense. Ça me rappelle un livre, alors attendez, il faut que je le retrouve. Je pense qu'il est juste là, derrière mon petit bonhomme. Oui, c'est celui-là. Justement, entre le rapport entre l'ours et l'homme, je vous conseille très fortement, chers amis, la lecture de cet ouvrage, L'ours de Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, qui est un historien médiéviste qui travaille sur le rapport entre les humains et les animaux, mais également, c'est aussi un historien de la couleur. Et dans cet ouvrage que j'ai adoré, il parle surtout dans les premiers chapitres, non pas de la représentation de l'ours, mais du rapport entre l'ours et l'homme, et notamment justement, puisque avant que le lion s'impose avec l'arrivée de la christianisation, le roi des animaux, c'était l'ours. Et en Évidemment, oui. fait, il décrit toute cette, comment dire, cet habitat en communauté entre les hommes et l'ours, notamment partage des grottes à l'époque paléolithique, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Et donc tout ça, et donc c'est très intéressant. Donc si jamais, voilà, un achat qui n'est pas, qui sera utile. Il y a le Hobbit curieux qui me disait donc tu dois ressentir un besoin de retour à l'essentiel. Je pense quand on est dans des endroits comme le désert, on n'a pas le choix que de se retrouver face à nous-mêmes, à notre propre intériorité. C'est un retour aux sources, quoi. Exactement, ouais. Bah, d'ailleurs, je pense, bah, même sans vouloir entrer un peu dans la rhétorique New Age, hein, je pense que prendre le temps de s'ennuyer, prendre le temps d'écouter le silence, ça te donne aussi le temps de faire un peu le point sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, sur pourquoi est-ce que tu es stressé, pourquoi est-ce que tu es triste, ce genre de choses. Et encore une fois, sans nécessairement faire une retraite yoga dans le désert, ça fait du bien même juste de marcher. Tu pars en randonnée, tu marches, tu vas cogiter tout du long et ça peut te permettre de faire le point. En plus de faire du sport. C'est un super bon sport, c'est très doux pour le corps et c'est très bon pour le cardio. Ok. Bon alors si du coup personne n'a d'autres questions au sujet de Gabriel et la nature, euh, on pourrait parler désormais, donc on va revenir sur la slide de base, hein. Hop, et parler un peu des différentes influences alors, est-ce que tu voulais parler des contes notamment? Parce que
tu disais que, donc j'ai lu un peu dans ta biographie que tu avais été influencé notamment dans ton enfance par tout ce qui est contes, folklore, etc. Et que tu essayais un peu de replacer ça également dans le roman. Est-ce que tu Alors peux ça, nous en c'est dire un peut-être peu plus? ouais, c'est peut-être un peu plus dur et je pense que c'est un peu plus dur à voir, mais en fait, je pense que les contes, c'est quelque chose auquel j'ai été exposé très tôt puisque ma grand-mère, a traduit les contes folkloriques donc d'origine, ma famille est de Moselle et en Moselle, comme en Alsace, on parle un dialecte, germanique, le francique, le platte, qui est un cousin de l'alsacien et donc en fait, ma grand-mère, elle est très impliquée dans la sauvegarde de ce patrimoine et elle a notamment traduit, les contes folkloriques locaux, du platte vers le français pour les préserver et hem et donc en fait, moi, quand étant petit, je les ai lus et j'ai toujours été fasciné par ces histoires, c'est ça, de forêts sombres, de loups, de menaces ou alors de petits garçons très intelligents qui arrivent à tromper le diable, qui arrivent à faire un il marchande son âme, pour avoir le cœur d'une femme et au final, il arrive à garder son âme en trompant le diable. C'est tout ça, c'est des contes qui m'ont un peu bercé et ça, c'est peut-être plus quelque chose que j'essaie de remettre dans mes histoires courtes plus que dans le roman. Mais ça reste quelque chose en fait qui m'a très tôt, intéressé à la fiction. Alors il y a Et M Volley qui justement te félicite hein, pour la publication de ton ouvrage. ah, merci beaucoup. C'est super sympa, ça me touche beaucoup. Et, euh, et alors du coup quand tu parlais des contes, évidemment le première référence qui vient à la tête de beaucoup de gens, c'est bien sûr les contes de Perrault, mais pour nous autres qui sommes davantage alsaciens, enfin, et puis qui tapons beaucoup dans le germanique, c'est bien sûr la référence des frères Grimm qui nous vient à l'esprit. Et Ouais, puis aussi ceux qui ont été maintenant popularisés, dans les Disney et qui sont maintenant très présents dans notre imaginaire. Et donc Anishka, donc Anna Héloïse, qui demande est-ce que tu as du coup des bonnes références de recueils de contes et de légendes, puisque bah on est un peu féru de ça ici. Et on a Pardon. fait à Halloween tout un truc sur les contes. Mmh. Donc d'ailleurs pour ceux qui justement n'auraient pas vu ce live, il est en rediffusion sur la chaîne YouTube qui s'appelle Les Gilles Walter aussi. Vous aurez toute une série de contes un peu à faire peur, etc. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que le 15 décembre, on refera probablement pour le dernier live de l'année. euh, un live de compte, puisque là j'ai ici, attendez, c'est un peu lourd, l'intégrale des frères Grimm. Voilà. On va se faire plaisir. Ouais, ils sont Voilà, sympas, hein. je te laisse répondre si tu as eu des Bah, moi, idées. du coup, je vais te recommander, nécessairement puisque je sais pas si tu es originaire du même coin, mais en tout cas, si tu t'intéresses à ces contes qui sont, germaniques et donc dans lesquels tu vas beaucoup retrouver des mêmes influences que pour Grimm et tout, tu peux regarder les contes lorrains le recueil des contes lorrains de Marianne Haas, qui est donc ma grand-mère et ce sont ces contes folkloriques qui ont été traduits du platte, du francique vers le français Alors c'est et ma... tu vas trouver Oui, c'est vas-y. Marianne Haas, Haas. Ah, voilà. J'espère que j'ai pas écorché le prénom. Marianne avec un seul N. J'espère qu'il est encore disponible. À mon avis, oui, tu dois pouvoir le trouver sur les sites, sur les sites de vente de livres Super. et il y a 2 volumes normalement, donc tu as de quoi faire en plus. Bon, bah écoute, Anishka, il n'y a plus qu'à, et je pense qu'il y a d'autres personnes dans le chat qui seront intéressées par ça. Alors, et ben maintenant, si on passait justement à la deuxième partie, un peu, et ben comme on disait dans l'introduction, et comme on a déjà largement commencé un peu à le dire ici, quand on écrit quelque chose, on s'inspire de tout ce qu'on a lu, mais notamment de tout ce qui nous entoure et de notre environnement. Et donc, quand on a préparé ce live, tu m'as aussi dit que tu avais des choses à dire par rapport à, bah, en fait, finalement, une des grandes inspirations, c'est notre monde, puisque de toute façon, c'est un roman d'anticipation, donc évidemment, voilà. Mais est-ce qu'il Ouais. y a justement des événements ou des choses marquantes dans notre société où tu t'es dit celle-là je veux vraiment l'approfondir et je veux l'utiliser comme inspiration pour donner du corps à mon univers. Bah, cette réponse, elle est presque trop facile. Enfin, cette question, elle est presque trop facile. C'est évidemment la crise climatique parce que quand on parle d'une catastrophe annoncée à l'échelle d'à peu près un siècle et pour laquelle on serait dans un déni complet, c'est difficile de ne pas faire le parallèle. En tout cas, j'espère que les lecteurs arriveront à faire le parallèle.
avec la crise climatique. Après, au-delà de ça, il y a donc des choses qui sont passées en 2013 et qui sont passées depuis, avec notamment, la montée du populisme, hein. On voit maintenant les extrêmes droites, un peu partout qui arrivent au pouvoir avec des rhétoriques, ultra populistes, des rhétoriques fascistes, hein. On peut voir avec, Meloni en Italie, avec, les scores assez effrayants, du Front national en France ou des Viktor Orban encore, enfin, on peut encore en citer des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc ça, c'est cette montée du populisme, elle marque aussi, ou elle teinte, disons, la société dans mon roman. On a aussi le recul du droit des femmes. Donc, depuis le 2018 ou 2019, on a vu, d'énormes reculs, notamment aux États-Unis, avec, des pays comme enfin des pays, pardon, des États comme le Texas ou l'Oklahoma qui réinterdisent l'avortement, la Cour suprême qui revient sur ce droit constitutionnel, la Pologne aussi qui interdit l'avortement, alors qu'on est en 2000, à l'époque c'était en 2021, 2020. Et c'est difficile à s'imaginer en fait qu'on revienne comme ça sur 100 ans d'avancées sociales, de progrès sociaux, même moins que 100 ans, 60 ans. C'est difficile de s'imaginer qu'on oublie aussi vite les acquis qu'on a et qu'on arrive à les oublier si facilement. Il y a aussi, un peu cette société d'état d'urgence dans laquelle on vit depuis entre les attentats et le Covid. On n'a jamais vraiment vécu, on n'est jamais vraiment revenu en arrière depuis l'état d'urgence. Donc pareil, on a quelque chose de très, très totalitaire, très sécuritaire et on promet aux gens, en fait, c'est facile. Le populisme aussi, il se nourrit de ça, il se nourrit de ces sirènes. On vous promet la sécurité en échange de vos libertés et c'est quelque chose qu'on peut voir partout maintenant et donc ça teinte aussi beaucoup mon roman. Et sinon, tu as comme je disais plus tôt, d'autres questions qui me sont plus personnelles, par exemple comme, le couple monogame, la place du couple monogame et en fait, pour aborder justement ce genre de sujet, avoir plein de personnages, ça te permet justement sans aller trop nécessairement en profondeur pour tout, mais ça te permet de toucher un peu tous ces petits sujets et le coucher sur papier, ça te permet aussi d'y réfléchir, hein, parce que pendant que tu écris, tu réfléchis, tu fais un peu tes recherches et ça solidifie, ça cristallise un peu tes idées aussi. Donc ouais, l'actualité énormément. Mais je Bien pense sûr. qu'on est tous impactés par l'actualité. Et ce que j'aime bien dire, en fait, c'est que ce roman, il est même dans sa forme physique impacté par notre actualité. Parce que si vous l'achetez, Eh si vous le oui. lisez, vous vous rendrez compte que les marges sont très petites. En fait, c'est parce que, il y a une pénurie de papier. Le papier coûte hyper cher. Et donc, dans un souci d'économie, on a fait un- une maquette avec des marges beaucoup plus petites. Donc même le produit fini en lui-même est le résultat de notre actualité. Et si un jour, dans 50 ans, dans 100 ans, il en existe encore une copie quelque part, on pourra dire: «Ah bah voilà, c'est un livre de 2022, post-Covid, dans laquelle, les chaînes d'approvisionnement sont taries et donc dans lesquelles les matières premières étaient beaucoup trop chères pour, faire des marges de 1,5 cm». Ce sera une source historique en fait, hein, Exactement, voilà. c'est fou. Euh, et tout ce qui est pour pour le papier, en plus on en a parlé là déjà. Tous les auteurs en parlent, tous ceux qui viennent, et puis Ouais, même moi, hein, ouais, j'avais fait un live, je sais plus, cette crise du papier, elle s'éternise hein, là depuis un an, quelque chose comme ça. ouais. On avait fait un live, où on en avait parlé aussi justement sur les difficultés de l'édition en ce moment. Ouais, ça fait partie d'un peu la crise que traverse le monde de l'édition en ce moment. Alors, si du coup, bah, je pense que c'était assez évident hein, comme question, on passe à la suivante. Et bah, justement, on va pouvoir commencer par la question du Hobbit curieux, puisque on en vient aux influences littéraires, post-apo, science-fiction, etc. Je commence par la question du Hobbit curieux qui disait donc ton histoire me fait forcément penser au roman Les Fils de l'Homme de bah, du coup P. James et également le film de Cuaron, j'espère que je prononce bien, Le Fils de l'Homme, qui quand je l'avais vu m'avait beaucoup marqué, traumatisé un peu aussi. Cette histoire t'a-t-elle inspiré ou pas du tout? Alors, j'ai découvert, bon, c'est un peu bête à dire, mais quand j'ai commencé à écrire ce roman, je m'étais dit que mon idée était originale parce que comme tous les gens de 20 ans, j'étais, extrêmement prétentieux, hein et donc je me dis: «Ah, c'est incroyable, c'est original» et puis ensuite on m'a parlé de ce film, Les Fils de l'homme, que j'ai refusé de regarder du coup. Mhm. «Non, c'est impossible, on m'a piqué mon idée», alors que non, pas du tout. Évidemment, enfin toutes les histoires ont déjà été racontées. En fait, on ne fait juste que raconter les donc techniquement, c'est une inspiration sans avoir fait exprès, parce que je l'ai d'ailleurs toujours pas vu, toujours pas lu.
mais je suis tout à fait conscient de son existence. C'est pour ça que la question du hobby curieux m'a fait rigoler, parce Ouais, que pendant longtemps, ça a été une épine dans mon pied. Je me suis dit, mince. Parce qu'en ouais. plus, quand on doute de ce qu'on écrit, quand on a l'impression de. On a toujours des hauts et des bas quand on est en train d'écrire. Donc quand on est dans un bas et qu'on se dit, putain, j'écris de la merde. Oh, pardon, j'ai juré. Mince, j'écris Oh, quelque chose de pas t'inquiète, dingue. hein. Non, t'inquiète, hein. Y a pas de problème, hein, après tout. Et donc, c'est vrai que quand on est dans ces creux et qu'on se dit, en plus, quelqu'un l'a déjà fait, quelqu'un l'a déjà fait mieux, c'est vrai que ça peut mettre en doute. Mais non, évidemment, évidemment, je suis conscient et je vais devoir le regarder. Je dois rendre justice à cette œuvre qui, en plus, tout le monde m'a dit que c'était vraiment dingue. Donc, Bah, moi, je le regarderai. quand j'avais écrit enfin, quand j'ai publié mon premier roman, euh, comment dire, les personnages, pour cacher leur identité, parce qu'ils sont dans un monde où il vaut mieux ne pas révéler son identité, ils donnent en fait quelque chose dont ils se rendent pas compte, pas forcément compte, ou le personnage principal s'en rend compte après, quelque chose qui est beaucoup plus personnel en fait finalement, puisque le nom à la limite ils le choisissent pas, ils auraient donné à la naissance, ils donnent le nom de la patrie de leur cœur. Donc en fait le lieu où ils se sentent bien. Donc en fait ils donnent un nom de lieu, une localité, une ville, un village, etc. Et C'est passé dans la Casa des Papel. exactement, Ah, dur. exactement. Tu vois, je te comprends, je te comprends. Et alors en plus moi j'avais trouvé cette idée, j'avais pas vu la Casa des Papel. Et j'ai vu les premiers épisodes après, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Et je me Et suis en dit, plus, bon, quand tu vas dire, tu sais que quand tu vas dire que tu l'as pas vu bah et que oui, du coup, ça ne t'a pas inspiré, tu sais que les gens vont pas te croire. bah oui, c'est Du ça, coup, c'est c'est encore fou. plus rageant, tu vois. Ah oui, oui, oui. Mais ouais, non, je comprends le même combat, même combat. Voilà. Bon alors du coup, bah, parce qu'on en parle, du coup, quelles inspirations, du coup, littéraires, artistiques, etc. Tu as, Il nous croit, c'est bon. on le croit, c'est bon. Tu Alors, as décidé d'avoir un peu dans ton roman. bah, c'est toujours difficile. Cette question est toujours difficile et en général, quand on me demande qu'on me demande plutôt quelle est mon inspiration ou quel est mon livre préféré, je vais en général citer l'un des 5 derniers livres que j'ai lus parce que c'est les plus frais dans ma tête. Mais c'est vrai que je pense que dans les genres que je peux citer, je lis exclusivement de la fiction. Donc, dans tous les genres. Non, pas dans tous les genres, c'est pas vrai. Je lis pas trop de fanfiction, je lis pas trop de romances. Mais sinon, de la fiction générale, c'est quelque chose que j'adore. Et dans la fiction, j'adore la science-fiction, le fantastique et la fantasy, évidemment. La fantasy, un peu moins maintenant, j'en lisais beaucoup quand j'étais ado. C'est un genre qui s'est peut-être un peu essoufflé pour moi, mais par exemple, les grands de la science-fiction, comme Dan Simmons avec Hyperion et Endymion, ou des Herbert avec Dune, évidemment. Donc tous ces Mm. monstres de la science-fiction, c'est des choses que moi j'ai dévorées plus d'une fois en plus. Dire que ça m'a inspiré, c'est un peu difficile à dire, parce qu'en plus, c'est des géants. Enfin, Dan Simmons m'a inspiré, notamment pour cette question. Lui, il a une vue, donc la morale un peu de. Je vais peut-être spoiler ce livre qui a 30 ou 40 ans, mais non, même pas, c'est même pas un spoil, mais la morale globale d'Hyperion, c'est. Enfin, tu as ce peuple qui, son seul objectif, c'est de répandre la vie, parce qu'en fait, ils ont compris qu'ils ne sont pas humains, ils sont juste un engrenage de la vie. Donc la vie, c'est la seule chose qui s'oppose à l'avancée de l'entropie. Donc l'entropie de l'univers continue d'augmenter. Donc l'ordre dans l'univers continue d'augmenter. Et la vie, c'est la seule chose qui s'y oppose, qui va faire augmenter l'énergie des choses, qui va augmenter le chaos d'un système. Et donc, Dan Simons, il aime à imaginer ces gens qui vivent dans des astéroïdes qui participent à la panspermie, ce qu'on appelle la panspermie. Donc répandre la vie de planète en planète. Et opposé à D'accord. ça, je vais pas refaire Hyperion, hein, c'est pas mon livre, j'aimerais bien. Et donc ça, c'est quelque chose dont je me suis inspiré peut-être pour la morale aussi de mon livre. Sinon, après, j'aime bien aussi citer Cormac McCarthy et La Route, parce que c'est mon petit trauma personnel. Je l'ai lu, ce livre, il m'a absolument glacé. Il est fantastique, avec un style très sobre, très, très descriptif, très direct. Enfin, c'est de la prose américaine, donc c'est assez différent de la prose française, mais d'une efficacité vraiment glaçante. Et donc ça, c'est peut-être pour le côté plus négatif de mon roman comme inspiration. Et sinon, je pense qu'on peut aussi citer un peu tout le post-apo qu'on voit ces derniers temps, hein. Depuis 2010, depuis 2005-2010, le post-apo, c'est un genre qui est vraiment à la mode. Et moi, j'ai beaucoup aimé les Walking Dead, donc pas la série, les bandes dessinées. J'ai lu toutes les bandes dessinées. D'accord. Et notamment, ce qui m'intéressait
dans l'angle que prenait Walking Dead. Donc tu as les 15 premiers, 20 premiers volumes qui traitent donc de cette pandémie zombie qui était donc très à la mode entre 2008 et 2013. Voilà, on a des personnages qui se battent contre les zombies, mais plus tard, on fait un saut dans le temps et on voit comment la société s'est adaptée à ça. Et j'ai beaucoup aimé cet angle en fait de s'imaginer, bon maintenant, comment les survivants s'organisent, comment on vit dans un monde dans lequel les morts marchent et dans lequel les morts veulent justement vous attaquer. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc imaginer une société après une catastrophe et la reconstruire et comment est-ce qu'elle gère du coup les problèmes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je pourrais peut-être citer ça comme inspiration. Et sinon pour le côté graphique, je t'avais envoyé, mince maintenant j'ai oublié son nom, ça paraît un peu bête, Stallenhag, Ouais. Jan Stallenhag, qui est un artiste suédois je crois. C'est un peu le rapport est un peu plus dur à voir, mais si je sais pas si beaucoup de gens connaissent, il est pas hyper Alors, connu attends, je crois. je vais aller voir Ça ça. ça s'appelle, Tales from the Loop. C'est, c'est une espèce de sci-fi mélangé à l'esthétique des années 80 et en fait dans toutes ces donc c'est un graphic novel, hein, il fait des dessins, incroyables, qui sont magnifiques et en plus d'être magnifiques et en plus de mélanger ces esthétiques que j'aime bien, donc l'esthétique, Stranger Things, l'esthétique des années 80 avec, cette esthétique, science-fiction, haute technologie. Il arrive en fait à transmettre une espèce de sentiment de solitude dans ces images qui est vraiment dingue. Et cette solitude où tu vois justement, des vaisseaux écrasés, couverts de lierre avec juste un enfant et un bâton en train de jouer dans une flaque de vent et c'est vraiment toutes ces images, elles sont pleines, et en même temps, elles sont vides. Quand tu les vois, tu ressens ce vide, tu ressens le calme, tu entends presque le vent qui souffle dans les herbes. Et donc, cette espèce de sentiment de vide, justement, dont on parlait aussi quand on parlait de la nature plutôt, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Tu peux aller voir aussi The Maze de Stalin Hag ou de Tales from the Loop, volume 1 et 2, qui sont tous les trois incroyables. C'est d'une richesse. Maze, ouais, comme ça. Ouais. Et Stalin Hag, c'est Stallenhag. Mais là, je vois que tu avais déjà plusieurs de ces images, ouais. Ouais, Non, Maze Runner, ouais, voilà. malheureusement, tu vas pas trouvé. Ouais, tu vois? Et partout, en fait, tu as toujours ce petit personnage tout seul face à l'immensité, ou que ce soit l'immensité de la technologie ou l'immensité d'un vide, l'immensité d'une plaine. Et tu retrouves toujours vraiment ce sentiment écrasant presque de solitude et de vide. Alors, Et vraiment, à tous ceux ouais. qui regardent, je vous conseille d'aller voir les œuvres de Stallenhag, elles sont incroyables. Mais c'est surtout qu'en fait, figure-toi, alors je sais pas si tu connais ou pas, hein, mais nous, je suppose que ça nous rappelle à tous quelque chose que nous faisons depuis maintenant quelques semaines. Nous avons un jeu, tous les lundis, nous avons un live gaming, et nous jouons actuellement à Horizon Zero Dawn. Exactement, bah, Voilà. c'est un Et- ça m'étonnerait pas si les devs me disaient qu'ils étaient inspirés par Stallenhag, ouais. ouais. Et en plus, dans Horizon Zero Dawn, tu as le côté préhistorique, hein, Hmm. mais dans l'œuvre de Stallenhag, c'est plus les années 80, avec, tu sais, les parcs à colorer, les survêtements Adidas, les vieilles Lada toutes carrées et tout ça, c'est vraiment super cool comme esthétique. Il y a vraiment une sacrée richesse, ouais. Alors, Et je vois, ouais, les vides et les vaisseaux gigantesques, c'est un truc de Denis Villeneuve. Bah, moi, j'ai adoré l'adaptation de Dune. Et ce vide, justement, de Denis Villeneuve, tu le retrouves aussi dans Premier Contact, il s'appelait en français, je crois. Un film d'accord. qui est sorti il y a 5 ou 6 ans et que j'ai aussi adoré, de science-fiction de Denis Villeneuve. Donc pareil, tu as toujours ces grands espaces qui sont très vides, très blancs ou noirs, très, très bichromés. Je sais même pas comment on dit ça. Mais ouais, c'est quelque chose que tu retrouves dans son esthétique et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Il y a bien sûr aussi le Curieux qui parlait donc à la sobriété, voilà, qui parlait de. Tu lis aussi certainement Bernard Weber, Amour pour la science et pour les histoires philosophiques. Ouais, alors Bernard Werber, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, ça revient du goût personnel. J'ai beaucoup aimé ses premiers romans, mais j'ai assez décroché. J'ai décroché de son univers plus récemment. Quand il a plus commencé à parler des chats, c'est quelque chose qui m'a moins parlé à moi. Mais Bernard Werber, j'avais adoré Le Papillon des étoiles, qui est un livre qui m'avait presque fait pleurer. Ouais. Où t'as, pareil, c'est les fourmis aussi, incroyable évidemment. Oui. Mais moi, mon petit préféré de Bernard Werber, c'est Le Papillon des étoiles. Ça se lit, c'est 250 pages. Ça se lit en une soirée. C'est un voyage, ce truc. Et pareil, en fait, tu aussi cette construction sur plein de générations, sur 1000 ans, où tu vois que toutes les erreurs des générations d'avant. Donc en plus, voilà, c'est peut-être une inspiration dont je m'étais même pas rendu compte.
Voilà, je peux l'ajouter à ma liste pour la Ah prochaine bah fois qu'on me pose voilà, la question. tu vois? Alors moi, de mon côté, parce qu'en fait, je regardais un peu des choses que j'avais écrites il y a maintenant en 2020, même un peu plus en 2010, enfin de 2018 à 2020, on va dire, où j'avais un peu écrit, euh, j'avais essayé modestement de poser, d'organiser mes réflexions sur pourquoi en ce moment il y a énormément de dystopies, plus qu'avant. À partir de Mmh. quand, pourquoi ça marche plus que d'autres, par exemple, etc. Parce que dans les années probablement 80-90, on avait plus la fantasy qui était là. Et maintenant, on a plus voilà, tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est dystopie, etc. Et donc, je suis allé chercher un peu mes petites notes. Et j'avais écrit certaines choses qui pourraient prêter à réflexion. Alors, il y a plusieurs choses, hein, mais j'avais écrit. Alors, attends. Ah, voilà. Alors, quelque chose qui justement va rebondir sur une question que j'avais l'intention de te poser après. Euh, pour moi, la dystopie a beaucoup à faire avec le thème de l'oubli et de la mémoire. Mmh. Et Bah, ça, c'est un thème que j'aborde notamment dans mon roman. c'est pour ça justement, parce Et qu'on t'en parlait, ouais, et du coup j'anticipe ouais, justement ouais, ça. ouais. Bah, on peut y revenir après, moi je te laisse terminer, je veux pas te couper. Bah là, c'était juste d'écrire que donc dans les dystopies, on oublie en fait souvent le passé, ou alors, enfin, effectivement, hein, effectivement, il y a une catastrophe qui finalement mène à l'oubli d'une grande part de ce qui a été. Parce qu'il faut se concentrer justement sur le présent pour survivre, pour la survie de l'humanité, et aussi en tant qu'espèce, et aussi en tant que concept de valeur et de l'esprit humain. Euh, et il y a tout un paragraphe que j'avais également écrit sur effectivement l'histoire se répète-t-elle, est-ce qu'il y a un destin, euh, euh, quels sont finalement les choix qu'il faut faire pour survivre, oublier ou se souvenir, etc. Euh, bon, j'ai à peu près j'ai 20 pages là-dessus, donc on va arrêter tout de suite. Donc c'était un peu. Après, ouais, je suis assez d'accord avec toi, et comme dit, c'est effectivement une problématique que j'aborde dans mon roman. Donc sans vouloir spoiler, il y a un personnage à un moment qui est amené à se poser la question de ce qu'on appelle la mémoire des civilisations. Mhm, Et je pourrais plus te citer. Si, je sais, en fait, c'est une question qu'on se pose. Donc moi, je connais en tant que géologue, parce que c'est des projets qui sont très, très importants pour nous. On se demandait, en fait, à l'époque, on commençait à réfléchir à enterrer les déchets radioactifs. On s'est dit, comment, une fois que c'était en Amérique, probablement en Oklahoma ou quelque chose comme ça, c'est toujours dans ces états-là qu'on va enterrer les trucs qu'on n'a pas envie de voir. Et donc à l'époque, ils avaient donc ce Waste Installation, je sais même plus comment ça s'appelait le WISP ou le NIST ou je sais plus quoi. mhm. Et donc en fait, c'était un dépôt un stockage de déchets nucléaires qui était produit par la course à l'armement. Donc, c'était les années 80, c'était le pic de la course aux armes nucléaires. Il y avait 10 000 ogives nucléaires de chaque côté de la guerre froide. Et en fait, les ogives nucléaires, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il faut les changer tous les 2-3 ans. C'est comme un yaourt, ça périt, mais et ça explose plus assez fort. Donc ces ogives, en fait, on les retraite. Enfin, je dis 2-3 ans, je sais même pas, hein, c'est peut-être faux, quelqu'un me corrigera. Mais il faut tout le temps les changer. Ça coûte extrêmement cher. Et ces têtes nucléaires, c'est donc des déchets radioactifs, ultra radioactifs. Donc on s'est dit, on va les enterrer. On les a enterrés, et tout s'est très bien passé jusqu'à ce que l'endroit prenne feu. Pas de chance, c'était dans les années 2000. Et donc maintenant, l'endroit est condamné, on ne peut plus y accéder. Et les gens se sont posé la question, comment est-ce qu'on peut dire aux générations futures de ne pas creuser là? Parce qu'en fait, Et oui. quand on y Mhm. pense, ce que nous, on considère comme acquis, par exemple, une tête de mort, ça veut dire attention, faut pas y aller. Une aubergine, ça veut dire bah ouais, pourquoi pas, tu peux y aller. Mais tous ces trucs, en fait, c'est des symboliques que nous, on a acquises, mais que dans 300, 400, 500 ans, bah, on ne sait pas, hein. Et même pour d'autres cultures qui sont nos contemporaines, un crâne, c'est synonyme de chance. Et donc, en fait, les gens ont beaucoup réfléchi, ils se sont dit comment on peut marquer l'endroit, on peut l'écrire en toutes les langues, on peut l'écrire, on peut mettre des symboliques, on peut mettre des visages de gens qui ont peur de ce genre de choses pour essayer de faire comprendre, en cas d'effondrement de notre civilisation, en cas d'oubli, qu'il ne faudra jamais creuser ici. Et finalement, donc il y a eu ces experts qui ont beaucoup réfléchi, et la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est que le meilleur moyen pour ne pas attirer l'attention des gens, c'était de ne rien faire, de rendre l'endroit le plus banal possible, pour que personne ne s'arrête en fait, pour que personne ne se dise tiens, pourquoi est-ce qu'il faudrait creuser ici? Parce que c'est pareil, c'est sur la tombe de Toutankhamon, il y avait 1001 malédictions.
Est-ce que ça a Mais empêché les gens, d'aller rompre le seau et d'aller voir ce qu'il y a dedans? Bah non. Au contraire, c'est l'esprit humain, tu mets un panneau: «Attention, danger, n'y allez pas». Les gens, ils vont se dire genre: «Mmh, et si j'y allais?» ouais. Donc dans mon roman, en fait, j'aborde justement qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous et comment le transmettre à des générations qui peut-être ne parleront pas nos langues, ne partageront pas nos valeurs ou peut-être ne seront même pas humains. Donc c'est des problématiques qui sont très intéressantes. Ah, Mais maintenant pour revenir oui. à la dystopie et au post-apo, pourquoi c'est si populaire ces derniers temps? Moi, j'ai ma petite théorie, hein, je ne sais pas si c'est très personnel, mais moi je pense que c'est une sorte de fantasme collectif qu'on a, où justement, en fait, on commence à sentir que notre société est un géant au pied d'argile. On commence à voir les fêlures, donc la génération de nos parents et de nos grands-parents, c'était les Trente Glorieuses, les baby boomers, l'économie exponentielle et infinie. Et en fait, maintenant, tu as toutes ces petites fêlures qui sont apparues dans notre modèle et on commence à prendre conscience de la faillibilité de la chose. Et puisqu'on commence à avoir peur de cet effondrement, et ben on s'amuse à l'imaginer pour se faire peur. Et c'est pour ça en fait qu'on imagine des sociétés qui s'effondrent, des pandémies, des 28 jours plus tard, des Walking Dead, et pour voir justement, pour fantasmer sur cette espèce de bête qui est en nous et qui, le jour où le vernis de la société craquera, de justement la violence qui va ressurgir. Et donc, ouais, c'est ça, la mémoire. Qu'est-ce qui peut nous pousser à oublier qu'on est humain? Qu'est-ce qui peut nous pousser à oublier qu'on vit en société? À partir de quand notre voisin deviendra notre ennemi? Et même si j'écris de la dystopie, moi, je suis assez optimiste. Si un jour notre société venait à s'effondrer, bon, il y aurait bien entendu plein de tragédies. Mais s'il y a bien quelque chose que les séismes, donc j'étudie les séismes, s'il y a bien quelque chose que les séismes nous ont appris, c'est quand ça frappe une ville, des villes comme San Francisco ou Mexico, ce genre de choses, tu vois en fait une espèce de solidarité populaire qui répond en général, ça a été prouvé, étudié par des scientifiques, ils répondent en général mieux que les élites, les élites en charge de la catastrophe. Donc en d'autres termes, tu as ton séisme qui arrive, la ville est détruite, les gens en 10 minutes, ils auront des chaînes humaines pour dégager pour déblayer les trucs, ils auront des cuisines populaires pour distribuer de la soupe, ils auront vraiment tout un système, un tissu qui va se créer. Et quand plusieurs heures plus tard, parce qu'un gouvernement, ça a beaucoup plus d'inertie, un pays, ça a beaucoup plus d'inertie, quand plusieurs heures plus tard, la garde nationale arrive ou les secours arrivent, ils vont en général être moins efficaces que ce tissu populaire. Ils vont avoir plus de moyens, donc à terme, au bout d'une semaine, 2 semaines, pour reconstruire une ville, évidemment, c'est absolument nécessaire. Mais il y a plein d'exemples dans l'histoire où les élites en charge de gérer la catastrophe, notamment à San Francisco, c'est un cas qu'on appelle la élite panique. Donc le mec qui était en charge de sauver la ville, qui était en flammes, eh ben, il a fait plus de mal que les personnes qui étaient occupées à défendre, à défendre leurs voisins. Parce qu'en fait, on a cette idée en tête que le jour où notre société va s'effondrer, d'un coup, on va se transformer en animaux et on va tous être en train de s'étriper. Ben, en fait, les exemples qu'on a aujourd'hui, donc qu'on a dans notre histoire, tentent à prouver le contraire. Donc on aime à fantasmer cette chute, on aime à imaginer le pire, mais je pense qu'il y a quand même une lueur d'espoir là-dedans. Ah, Enfin, je suis un c'est peu trop parti sur bien. une tangente là. Non, non, mais c'est excellent, c'est ça qu'on veut, hein. Il y a, juste avant de lire le commentaire d'Anishka, il y avait Polycraft qui suggérait comme symbole pour le nucléaire attention ventilateur. Ouais, voilà, c'est ça. On se dit: «Ah putain, il y a peut-être le ventilateur, Et la soufflerie du monde, là où se fabrique le vent». Moi, j'aurais envie de creuser, hein, je dis pas, mais ouais, c'est vrai, hein, c'est un peu la boîte de Pandore, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Et même on aurait beau mettre tous les avertissements possibles, il y aurait toujours quelqu'un pour se dire: j'ai quand même envie de voir si ça vaut le coup». Ouais. Anishka qui dit donc ça me rappelle tellement les partitions anciennes où il y a des notions qui n'étaient pas notées parce que ça paraissait tellement évident pour les Ouais. interprètes de l'époque, mais nous, on n'a plus les clés. Oui, parce que Anishka étudie les manuscrits médiévaux de musique. Non, c'est ça. Et donc en fait, c'est vrai que j'ai même pas terminé. Je sais plus, enfin, je saurais pas te dire exactement qui ou te pointer vers un papier, mais qu'ils appellent donc la mémoire des civilisations. Donc combien de temps une notion est gardée dans l'histoire? Les scientifiques l'avaient établi autour de 500 ans. Donc au bout de 500 ans, quelque chose qui n'est pas préservé va se perdre. Et tu vois ça avec, les hiéroglyphes, ce genre de choses. Il y a des gens ont vécu en Égypte, genre pendant aussi longtemps que l'histoire de l'humanité a existé, mais on a quand même réussi à oublier un langage qui était gravé partout. Gravé sur des pierres, sur des monuments, que les gens pouvaient voir. Et c'est pas comme si d'un coup tous les hiéroglyphes avaient disparu, on a oublié comment s'en servir. C'est juste la société a avancé, des peuples en ont remplacé d'autres, des langues en ont remplacé d'autres, et on a réussi à oublier comment parler une langue. Et ça a été un sacré travail
pour retrouver comment fonctionnait cette langue. Oui. Ah, c'est vraiment, moi j'adore ces questions, hein, c'est passionnant, Ah, moi aussi, ça notamment me fascine. dans un de mes romans, alors qui n'est pas encore publié, qui cherche son éditeur, mais il y a, donc évidemment ça se passe dans notre futur, euh, il y a un endroit où sont rassemblés tous les savoirs oubliés. C'est-à-dire que il y a eu un, un traumatisme à l'échelle mondiale qui a fait qu'on a voulu oublier le passé. Un peu comme en Allemagne au début des années 1950 ou même juste après, on a la Stunde Null, donc l'heure zéro, où on a voulu tout raser et dire non, c'est bon, on oublie tout et on recommence comme si de rien n'était. Chose qui n'a vraiment pas du tout fonctionné. Et donc j'ai décuplé ça à l'échelle mondiale. Et il se trouve que donc voilà, on a voulu tout oublier, mais il y a quand même une partie des gens qui s'est dit non mais c'est quand même bien de garder une trace. Et donc contre l'avis du gouvernement, etc. En fait, ils ont dissimulé tout ça. Lorsque les héros le redécouvrent, ils s'aperçoivent que au-delà de nous maintenant, bah ils ont plus eu rien en fait. Alors il y a deux raisons à ça. D'abord, je ne connais pas le futur, donc c'est un peu compliqué pour moi de mettre des sources qui aura en 2500. Mais aussi, et c'est bien sûr une surinterprétation parce que ce ne sera évidemment pas comme ça, euh, parce qu'en fait, on a tendance à tout d'autant plus numériser, en fait. Et si le numérique n'est plus accessible, il y a énormément de choses qui vont disparaître et du coup, pouf, ça s'arrête. Mais c'est ça, et même si tu commences à penser à des échelles, donc en tant que géologue, moi j'ai appris à penser à des échelles géologiques, enfin appris à penser ça, on dirait un truc très grandiloquent, mais non, c'est juste que quand on parle de civilisation, quand on parle d'histoire, en général, on dit, ah voilà, la première ville, elle a à peu près, je sais pas, 12 000 ans. L'histoire de l'Homo sapiens sapiens, ça doit être, je sais pas, 300 000 ans, je sais même pas, hein, tu me corriges. Ou je Et sais après, pas. Moi, l'humanité, donc c'est ça, enfin, l'Australopithèque, ça doit être 6-8 millions max. Bah, 8 millions d'années, c'est rien à l'échelle géologique. La Terre, elle a 8 milliards d'années. Donc c'est vraiment genre une seconde dans l'histoire de la planète. Et donc c'est maintenant quand on commence à se dire, ah bah peut-être que si je l'écris dans la roche, on aurait tendance à penser, bah ça, ce sera le support le plus long. Mais non, en fait, tu as des roches, bah, justement, on parlait de la cathédrale de Strasbourg plus tôt, quand on discutait, toi et moi, qui s'érodent. Nos monuments, ils s'érodent. Les pyramides égyptiennes de Gizeh, elles s'érodent, elles vont disparaître. Un jour, ce sera plus qu'une petite colline. Et d'ailleurs, je parle de ça parce que c'est probablement, si l'humanité venait à disparaître, c'est le monument qui restera, qui laissera une trace le plus longtemps à la surface de tout ce qu'on a construit. Donc le béton, en 300 ans, il sera érodé. L'acier, il aura disparu. L'acier inoxydable durera un peu plus longtemps. On retrouvera nos fourchettes et nos couteaux Ikea pendant beaucoup plus longtemps que tout le reste. Mais c'est vraiment rigolo en fait Hmm. de se rendre compte que tout ce que nous on pense immortel, donc même si maintenant je faisais une stèle en acier sur laquelle je grave mon nom et mon prénom et que je l'enterrais pour laisser une trace, bah même ça, à l'échelle géologique, bah en un clin d'œil, ça aura disparu. Et quand nos successeurs, ou quand les espèces qui viendront derrière, ou quand dans 100 millions d'années, il y aura, je sais pas, peut-être les pieuvres auront développé leurs 8 cerveaux et auront une civilisation qui contrôlera la surface, et ben ça aura disparu. Il y aura plus, pour attester de notre présence, il y aura plus qu'une couche ce qu'on appelle le, comment on appelle ça en français, le registre géologique, geological record. Il y aura plus que, donc dans les strates géologiques, il y aura plus qu'une couche dans laquelle on verra qu'il y a plein de produits chimiques qui ne devraient pas s'y trouver. Parce qu'en fait, tout ça, c'était nos plastiques, c'était nos déchets, et une couche qui est plus radioactive aussi, grâce à nos essais nucléaires. Il y aura une très fine couche qui marquera donc notre présence sur Terre. Et même si même si notre civilisation vit encore 100 000 ans, toujours à des échelles géologiques, ça, c'est rien. C'est vraiment un souffle. Donc là, tu parles du support numérique, parce qu'effectivement, un support numérique, tu renverses ton thé sur ton ordinateur, tu as tout perdu, c'est en un clin d'œil. Mais à l'échelle géologique, écrire quelque chose dans une dalle de granit, bah, tu la couvres avec un océan, c'est l'équivalent de la tasse de thé que tu verses sur ton ordinateur, quoi. Tout disparaît un jour ou l'autre. Il y a rien de pire que le temps pour effacer les traces. Il y a, alors je prends des notes hein, parce qu'il y a deux, trois trucs que j'aimerais bien ajouter dans un manuscrit. Euh, il y a le petit curieux qui disait donc voilà cette quête impossible je pense de trouver un signe symbole qui parle à tous. La difficulté pour ceux qui ont dû travailler sur la plaque de Pioneer.
Voilà. Alors après, on peut tous avoir un avis sur la plaque de Pioneer. Elle est un peu designée, à mon sens, bon, c'est issu d'une autre époque et d'une autre esthétique. Mais c'est vrai que, alors si je me souviens bien, ils ont représenté notre position qui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu le problème à trois corps de Liu Cixin. C'est une étoile montante de la science-fiction chinoise. Hyper cool, je le conseille, c'est une trilogie. C'est aussi, si vous aimez Bernard Werber parce que c'est basé dans la science réelle, vous allez adorer le Et problème à trois comment corps. ça s'écrit? Liu Cixin, donc c'est Liu, Ouais. c'est son prénom, Cixin, Cixin, et le roman s'appelle Le problème à trois corps. Le problème A, le verbe ou Non, le problème à, avec un accent, d'accord, ouais, ok. trois corps. Ok. C'est Ok. hyper cool. Si vous cherchez un truc à lire. Exactement. Et donc dans ce roman, lui, il dit que c'est une super mauvaise idée. C'est d'ailleurs un concept de science-fiction qui est très connu, ça s'appelle la forêt sombre, qui veut que si on n'a pas encore rencontré de civilisation extraterrestre, c'est parce qu'en fait, les civilisations extraterrestres qui sont plus avancées, dans un univers aux ressources finies, donc tu pars du postulat que l'univers a une ressource finie, l'univers est une forêt dans laquelle tu as des ressources pour un certain nombre de chasseurs. Et donc, il est dans l'intérêt de tous les. Un chasseur, ça représente une civilisation extraterrestre, enfin, une civilisation avancée. Et donc, les chasseurs ont tout intérêt à rester dissimulés parce que, d'un point de vue complètement rationnel, dans cette forêt avec des ressources finies, tu vois un autre chasseur, tu as tout intérêt à le dégommer. Et donc, si maintenant tu arrives dans une clairière face à un chasseur, donc que les deux se reconnaissent comme des civilisations intelligentes et des civilisations qui ont besoin de ressources, avant même de savoir quelles sont les intentions des autres, il est plus judicieux de tirer le premier. Parce qu'elle a tout intérêt à te dégommer, et toi, tu as tout intérêt à la dégommer. Donc même si tu arrives à passer outre cette espèce de choix cornélien, d'un point de vue rationnel, si on considère les civilisations extraterrestres comme des prédateurs, bah, tu as intérêt à être le premier à tirer. Donc dans cette forêt sombre, on appelle ça la forêt sombre, parce que tous les chasseurs sont cachés. Et c'est pour ça qu'aucune civilisation extraterrestre n'a pris ce contact avec nous. Parce Hmm. qu'il ne faut surtout pas te faire voir. Et à partir du moment où tu te fais voir, tu te fais instantanément dégommer. Et donc ça, quelque chose que Liu Cixin développe aussi dans son bouquin. C'est un peu toutes ces... Voilà, de nouveau, on part sur une tangente dans la science-fiction, mais tu as plein de théories comme ça de gens qui disent ah, pourquoi on n'a pas encore rencontré de civilisation extraterrestre, comme le paradoxe de Fermi, qui est l'une des réponses. Ou alors, je ne sais pas comment elle s'appelle cette théorie, la théorie qui veut que l'humanité est en avance, en fait, qu'on est l'une des premières civilisations avancées, parce que d'un point de vue à l'échelle cosmique, on est très tôt dans l'histoire de l'univers. Il y a encore énormément d'étoiles qui vont se créer, encore énormément de planètes qui vont se créer, il y a encore énormément de choses qui vont se passer. On est dans les 12 premiers milliards de l'univers, quelque chose comme ça. Et il va encore y en avoir des centaines de milliers de milliards d'années. Et donc on est vraiment au tout début de l'histoire de l'univers. Et donc peut-être qu'il va y avoir plein de civilisations intergalactiques, mais qu'on est juste la première. On est arrivé trop tôt. Sinon, tu as le paradoxe de Fermi aussi. Et pour répondre au paradoxe de Fermi, tu as d'autres théories comme la théorie du filtre, qui dit que s'il n'y a pas de civilisation, c'est parce qu'en fait, il existe un grand filtre. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que dans cette théorie, ça dit que si un jour on découvre des restes de civilisation extraterrestre, c'est une très très mauvaise nouvelle pour nous. Parce qu'en fait, si on découvre des... Donc, on part du principe qu'il n'y a aucune civilisation extraterrestre, c'est parce qu'il y a un grand filtre. Donc ce grand filtre, c'est un filtre qui dégomme toutes les civilisations qui essaient de passer à l'ère intergalactique. Donc ça peut être soit le développement de l'ADN, le développement d'un noyau, le développement de la respiration, ou alors le développement des armes nucléaires, ou le changement climatique. Tout ça, c'est peut-être des choses qui tuent dans l'œuf des civilisations. Et peut-être que nous, sans nous en rendre compte, on a passé ce grand filtre. Et c'est pour ça qu'on est tout seul dans l'univers. Par contre, si un jour on voit des restes extraterrestres, des restes de civilisation, c'est-à-dire que le filtre, il est encore devant nous, et qu'on n'a pas Hmm. encore passé le filtre. Donc c'est une mauvaise idée. Et ça, c'est un D'accord. truc, moi j'adore lire, je peux en parler des heures. C'est pas du tout le sujet ici, Oui, je vois ça. mais Ça veut dire que, par exemple, dans l'idée de la forêt sombre, ça veut dire qu'en fait, on n'a peut-être aussi pas croisé de civilisation extraterrestre, parce que si deux d'entre elles se sont rencontrées, l'une d'elles a déjà été dégommée par l'autre. exactement, ouais. Et Ouais. donc en fait, toutes les civilisations ont compris ça, et donc elles sont toutes cachées. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour laisser le moins de traces possible. Donc on peut remercier les gars. Ah, c'est de là qu'on est parti, c'est vrai. On peut remercier les gars de Pioneer qui ont envoyé une plaque toute moche dans l'univers, parce que si un jour elle est découverte par une civilisation extraterrestre, on pourrait se faire dégommer. Parce qu'il faut pas grand-chose pour dégommer une civilisation qui existe que sur une seule planète. Tu peux juste envoyer Météorite. une particule avec une masse à un dixième de la vitesse de la lumière pour qu'elle percute notre planète, et c'en est fini de nous. Donc même d'un point de vue, pour continuer cette métaphore de chasseur, tu n'es même pas obligé de bouger de chez toi.
pour dégommer une civilisation. Tu peux juste viser avec ton fusil depuis ta petite planète, tu tires un truc à la vitesse de la lumière, ou à même 10% de la vitesse de la lumière, et voilà, Dark Vador approuvé. C'est ça. Alors du coup, t'as lu le commentaire ou alors les extraterrestres n'ont pas envie, comme nous, d'explorer. Ils s'en foutent, ça se trouve. Il y a très peu de gens qui s'intéressent à communiquer avec les fourmis, par exemple. Ça se trouve, on est des fourmis Possible aussi, hein. extraterrestres. Ou alors, tu sais, les extraterrestres, ils sont tous chez eux, dans le canapé, ils regardent Cyril Hanouna, ils sont bien contents, hein. Au final, qui a besoin de chasser quand tu as à manger dans le frigo? C'est vrai. En fait, on n'est pas très Voilà. habile d'envoyer des satellites un peu partout dans l'espace, hein. Pire que ça, en fait, maintenant, les gens commencent à se poser la question, c'est les ondes radio. Parce que ça voyage à la vitesse de la lumière. Et donc, pour le moment, elles n'ont pas été très puissantes, mais on a des projets qui veulent envoyer, du coup, des messages dans certaines directions. Oui. Et, et ça, c'est pas nécessairement une bonne idée. Mais c'est d'exercice, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est la science-fiction, ça a toujours été considéré comme un genre, tu sais, c'est les B-movies, c'est de la littérature un peu pour gamins, c'est des rayons laser et des vaisseaux spatiaux. Mais non, en fait, tu as plein d'exercices de pensée comme ça qui sont ultra intéressants, que je trouve, d'un point de vue philosophique, très très cool. Et donc, c'est rigolo de justement, tu sais, tu commences à penser à ce genre de choses et tu tires le fil. Et Lucy Jean, il a écrit une super trilogie en partant de ce fil de la forêt sombre. Ok. Bon. Je vois qu'il est 20h56. En vrai, c'est passionnant. C'est passé ultra vite. Et Ouais, on j'ai pas aurait vu le temps passer. Ouais. encore tellement de choses à débattre. Alors, les amis, si vous avez des questions, c'est donc le moment. Ah bah oui, Anishka, alors tu peux pas le voir dans le chat là, mais Anishka nous a donné à boire, donc si tu as quelque chose, puisqu'on parle depuis tout à l'heure, Avec plaisir. voilà. Merci. Euh, donc voilà, donc on touche à la fin de ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je rappelle un peu deux, trois trucs. Alors, chose importante. Euh, D'abord, si jamais vous êtes là et que ça vous a plu, lâchez un follow. L'autopromo. Non, c'est vrai que ça aide un peu. Là, on commence un peu à grandir et c'est chouette. Donc, si jamais vous êtes là, que ça vous plaît et que vous voulez voir d'autres choses dans ce style, bah c'est prévu. Donc, n'hésitez pas à follow si vous êtes écrivain, si vous êtes écrivaine, si vous êtes auteur, autrice, si vous créez un univers, si jamais ça vous intéresse, si jamais simplement vous voulez apprendre des choses. Et ben, je pense que vous pourrez en apprendre ici. Tous les lives sont en rediffusion. Ici, du coup, sur la chaîne Twitch pendant 15 jours, et sur YouTube à l'infini, enfin, jusqu'à la prochaine apocalypse. Et Ils disparaissent. Ou qu'une main cosmique renverse le thé sur notre civilisation. exactement. Et donc voilà, donc on a passé, ah oui, chose importante à dire, on a passé le cap des 100 followers, c'était un objectif. Et donc, nous allons faire en janvier, puisque jeudi prochain est le dernier live de l'année, des lives sur les UCIT. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu me parlais d'échelle géologique, etc. Et tu me disais, tu me corriges, moi j'étais plutôt... oui, alors moi je peux te corriger sur la première moitié du 15e siècle, mais c'est tout, hein. Donc justement les UCIT, c'est... l'histoire d'une révolution, je vais faire un peu à l'histoire. C'est l'histoire d'une révolution, d'une révolution sociale, politique, avant tout sociale et religieuse aussi, en Bohème du XVe siècle. Et en fait, c'est tout à fait méconnu en France, et pourtant jusqu'à Paris, jusque dans l'université, on va s'en inquiéter. Et donc en fait, c'est justement une de ces choses que notre histoire n'a pas retenues, et pourtant qui, à l'époque, était omniprésente dans la société. Donc en fait, les Hussites, c'est la création d'une église euh, connue évidemment par l'église catholique de Rome. Et donc il y a 5 croisades contre les Hussites, toutes repoussées, etc. Des négociations s'enchaînent, des conciles, etc. Des intrigues, des guerres tous les étés, etc. Une Europe à feu et à sang pendant à peu près une dizaine d'années. Et tout ça, on l'apprend pas en histoire. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé au cours de mon master, et donc on veut faire des lives dessus. On va faire 3 lives dessus, hein, parce que j'aime ça et que j'ai beaucoup de choses à dire. On va parler de leur théologie, de leur philosophie, de leur technique de guerre, etc., etc. Et donc voilà, et donc on va faire 3 lives là-dessus. Donc si jamais vous êtes intéressant, bah, n'hésitez pas à repasser.
Et c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs pour les 50 en fait. Hein, juste, je te le dis là en plus, toi, si jamais, bah d'ailleurs, c'est une question qui viendra après. On a fait des lives sur Pentésilée, qui est une figure que j'adore. C'est l'Amazone la plus badass de tous les temps. Celle qui, en fait, est inconnue parce que. J'enchaîne, hein, mais là, je speed. En fait, euh, nous, l'histoire de la guerre de Troie qu'on connaît, c'est la version d'Homère, parce que c'est la version la plus connue. Sauf qu'en fait, à l'époque, il y en avait plein d'autres des versions qui valaient pas moins, pas plus. Et il y a notamment Quintus de Smyrne, qui est donc un grec du IVe siècle après Jésus-Christ, qui reprend notamment, il me semble, une version antérieure qui aurait été écrite, enfin perdue maintenant, mais avant Jésus-Christ. J'espère que je dis pas de bêtises parce que c'est plus très frais dans ma mémoire, mais bref, qui raconte en fait ce qui s'appelle la suite d'Homère. En fait, le récit d'Homère de l'Iliade s'arrête à la mort d'Hector. Et la suite, donc le pillage de Troie, etc., nous est raconté par Ulysse dans le tome suivant. Et donc, Quintus de Smyrne comble ce trou et on commence le récit de Quintus de Smyrne par l'arrivée de Pentésilée, l'Amazone la plus badass de tous les temps, qui arrive et qui va prendre la tête des armées troyennes. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout exploité dans la littérature actuellement, etc. Alors que en figure féminine badass actuellement, Ça se pose comme ça, ouais. on est plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Et donc elle reprend la tête, elle défonce les Grecs. Hein. Franchement, c'est plus on avance dans les récits. Hein, moi j'avais comparé les récits grecs et médiévaux, et plus on avance dans le temps, surtout dans les récits médiévaux, Pentésilée, c'est et paf Ménélas, et paf Ajax, one shot. Hein bon, alors bon, voilà, donc si jamais ça vous intéresse, hein, je vous conseille d'aller voir justement les 3 lives de Pentésilée qui sont en rediff sur YouTube. Voilà. Et donc on va faire à peu près la même chose pour les sites en janvier. Voilà. Et du coup, Super. ce que je voulais te demander, c'est justement, bah, là, moi, ma chaîne sert à justement à balancer des inspi également pour les auteurs qui viennent. Et donc la question est la suivante pour terminer ce live. Bah, est-ce que tu continues d'écrire? Oui, évidemment, ouais. Et je suis en train de fignoler un deuxième roman, toujours dans la dystopie, et qui bientôt, j'espère, je vais pouvoir passer à la phase la plus drôle, disons, de la publication, c'est la recherche d'éditeur. Mhm. Eh oui, oui, Mais oui, ça, ouais, je suis encore dans la relecture et la réécriture, mais ça devrait voir le jour, j'espère, l'année prochaine. d'accord. Bon bah, et une idée juste pour allécher les gens du titre. Ah, alors ça, autant j'avais un titre assez rapidement pour le précédent, autant celui-là, je suis pas encore hyper ravi. Je pense qu'il s'appellera Les Masques, Très intéressant. mais c'est working title. Mhm. Ok, très bien, super. Bon, alors moi, pour finir, euh, je vous rappelle simplement donc que cette interview, que cette rencontre sera bien entendu en rediff ici 2 semaines et puis sur YouTube. Je t'enverrai le lien pour que tu puisses la partager, etc. Je l'enverrai aussi à Avec Angel plaisir. Corp. Euh, Oui, alors c'est ça que je voulais dire. Notamment, alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais justement, si vous achetez pour Noël, il y a ces super cadeaux de Noël. Si jamais vous achetez le livre de Gabriel, eh ben, vous obtenez gratuitement un des 2 livres que vous verrez sur la page de fin, qui est un des livres dont nous parlait justement l'autre Gabriel, euh, fondateur de la maison d'édition, donc dans le premier live avec Angel Corp, que vous retrouverez également en rediffusion sur YouTube, qui est en fait l'univers de la maison d'édition, et donc vous obtenez un bouquin gratuitement. Voilà. Sur ce, bah écoute, je te remercie beaucoup d'être venu, C'est moi. c'était C'est moi super. qui te remercie, c'était super. Merci encore de m'avoir invité et je te suivrai avec plaisir à l'avenir. Ah bah Et bon génial. courage aussi pour tes aventures scriptives, hein, Merci. puisqu'on est dans le même bateau. Ouais, ouais, Et merci à tous d'avoir participé à ce live. super. Et ben merci à vous, merci des beaucoup. Voilà, tout le monde dit merci, c'est génial, hein, c'était super. Et donc, sur ce, vous connaissez la chanson. On se voit bientôt, lundi j'espère. Croise les doigts, je vous tiendrai au courant sur Discord et sur les réseaux sociaux.
Et sinon, on se retrouve jeudi, normalement, si tout va bien. Le live de fin d'année, etc., les cadeaux, tout ça, vous connaissez. Alors, et sur ce, n'oubliez pas, mais surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage. Salut!